On le dit souvent, mais le Barça, c'est comme une sélection. C'est pas un club particulier. Il y a une philosophie, il y a une manière de jouer au football, il y a une façon de penser en Catalogne. C'est pas du tout la même chose. Tu dois t'adapter à un pays quasiment dans l'état de pensée. Et ça, c'est des choses qui sont très particulières. Salut tout le monde, vous regardez Le Noyau Dur, votre émission 100% football, votre émission 100% de passionnés pour des acharnés. J'espère que vous allez bien pour un tout nouvel épisode consacré à un monstre du football, parce que vous avez pris l'habitude, maintenant ces derniers épisodes, on a comme habitude de pouvoir présenter des clubs en particulier, des clubs de renommée internationale, et cette fois-ci on a décidé de parler du Barça. Et pour en parler, on a de véritables passionnés, des machines par rapport au club, c'est pas peu de le dire. Et je vais commencer avec Alex Saucé-Garcia. Enchanté, salut Alex. Salut, merci à toi pour l'invitation. Donc, youtubeur Barça, passion. Et que de la passion, les gars. Bah oui, voilà, c'est comme ça qu'il fallait commencer l'émission, c'était important. La passion. Alors je rappelle le compte de la frite catalane, c'est pas mal. C'est beau, hein? C'est beau. La frite, belge, catalane, Barcelone. Mais en tout cas, ça nous fait un véritable plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler en profondeur sur le club catalan. T'es accompagné forcément d'Adrien Berge de la chaîne YouTube Wartalk MFC. Salut Adrien. Salut à tous, très content d'être là. Grand fan du Barça, grand fan du football donc. Et on espère qu'on va faire le taf. Et qui maintient son point de vue. En off déjà, ça parlait déjà en mode je suis pas d'accord sur certains points, etc. Non mais c'est bien, c'est important. On est dans un show où on a le droit de dire ce qu'on pense, etc. Surtout quand on est passionné. Voilà, on n'est pas tous d'accord comme dans certains shows en Belgique. Pas vrai Sacha Tavoleri? Ça va très bien Malik Korati. Yes, on est là pour un show. Et bien, aujourd'hui je suis un arbitre. Aujourd'hui je suis là pour profiter de la petite baston là qui est en train de s'annoncer entre tous les différents copains. On va prendre beaucoup de plaisir et surtout on va parler effectivement, tu l'as dit, d'un club qui allait assez mal en début de saison et puis va beaucoup mieux. Bah ouais, on le verra, parce que je crois que du côté de la frontière dans le sud, là on se dit ouais, c'est déjà joué pour la Ligue des Champions, jouer le Barça, mais on va aussi en parler avec Hafid Oukhrour. Salut Hafid. Enchanté les gars. Ça va? J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Super, merci d'être venu. Et en plus, il n'est pas venu les mains vides. Je veux le montrer quand même. Il est venu avec le beau maillot. Et qui y a derrière? Frankie de Jong. Ça, c'était un clin d'œil à certains amis. Alors, voilà. tu sais, Sacha, en plus, avant que tu arrives, il y avait déjà un petit débat sur Frankie de Jong. Je sais qu'il y en avait qui le défendaient. Hafid le défendait très très fortement. Du côté de mon ami Alex, c'était un peu moins. Mais bon, on va en discuter globalement, les gars, de cette équipe catalane, parce que c'est une belle émission. Vous l'avez compris. Le Noyau Dur aujourd'hui, on parle du Barça, et n'hésitez pas à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. On est présent sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, mais également en podcast, Spotify, Apple Podcast. Donc laissez-nous des commentaires, des petites étoiles, ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc bienvenue dans le Noyau Dur spécial Barça, et on commence tout de suite avec le chapitre Ligue des Champions. Ligue des Champions, messieurs, on en parlait juste un tout petit peu ici. Je vais repréciser ce quart de finale Barcelone-PSG, PSG-Barça, dans une partie qu'on pourrait considérer comme un peu plus facile, selon certains spécialistes. Donc je rappelle, le vainqueur de PSG-Barça pourrait affronter Atlético ou Dortmund. Alors, on va directement y aller avec toi, Hafid. Le Barça, une voie royale vers la finale? Une voie royale. On va quand même rester assez modéré. La question était un peu exagérée, je te l'accorde. On revient de très loin, comme tu l'as si bien dit. Même si par rapport au début de saison, justement, je pense que début de saison, il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme par rapport au premier match de la saison, avec un effectif au complet qui a été ensuite décimé par les blessures. Je ne vais pas prendre ça comme excuse, même si le Barça à l'heure actuelle avait un 11 type qui se dégageait assez bien, où je pense que tu pouvais affronter n'importe quel adversaire en le regardant dans les yeux. Ensuite, une blessure, deux blessures, même s'il y a une petite nuance que j'amènerai. Au début de saison, les blessures, on va dire, se payaient cash. Et là, depuis quelques semaines, on découvre un groupe beaucoup plus large. On découvre des jeunes. On redécouvre, on va dire, des jeunes qu'on avait vus en première partie de saison, qu'on avait dû ensuite mettre au placard par rapport aux mauvaises circonstances et à la mauvaise situation du club, où l'urgence des résultats faisait qu'on ne pouvait pas se permettre d'envoyer au casse-pipe à petit gamin de 16 ans. Là, maintenant, par match, on en a 2, 3, voire 4 des fois dans le 11. Des gamins en dessous, des mineurs d'âge, j'ai envie de dire. Et on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est intéressant de cette stratégie avec les jeunes. Mais en l'occurrence, c'est peut-être le bon moment de jouer ce quart de finale pour le Barça, quelque part. C'est peut-être le bon moment. Jouer décomplexé. Parce que là, justement, donc, tout le monde se réjouit d'avoir tiré le Barça, on va dire.
je scrute un petit peu, j'aime souvent scruter les commentaires sans trop participer. Je vois qu'il y a une tendance qui fait que le PSG est déjà en demi-finale. Même en finale. À ce point-là je pense qu'il y a beaucoup plus de nuances que ça. Et franchement, il y a beaucoup plus de nuances que ça. Et en fait, justement, au niveau du Barça... La communauté Barça, elle est là pour montrer que effectivement, il y a beaucoup plus de suspense qu'on peut le dire. Ah non, il y a beaucoup que plus ce soit sur les réseaux ou même en général. Comme dit Sacha, moi j'avais plus entendu. Évidemment, il y a certains médias en France qui se disent, ok, c'était peut-être pas le meilleur tirage, mais en tout cas, c'est pas le plus difficile. Mais globalement, c'est du 50-50. Ils ont une arrogance, mais c'est pas bien ce qu'ils font, parce qu'eux, ils sont déjà à Wembley, en finale, on peut acheter les billets, tout va bien, alors que non. Nous, on est un peu plus modérés en disant ouais, ça va être du 50-50, il va y avoir de la bagarre, il y a tout ça. Mais ils sont pas modérés du tout en France. Ils sont déjà bien dans l'arrogance et j'espère qu'on va les écraser pour bien les calmer et les remettre à leur place. On a senti direct le grand supporter, Alex. En fait, c'est ça le souci, c'est que le PSG, maintenant voilà, le Barça revient de très loin avec Xavi qui annonce, limite, t'avais même l'impression que t'allais terminer ta saison en roue libre si tu te faisais éliminer face à Naples. C'est que du bonus. Même au niveau des joueurs, il n'y a pas de oui, il faut absolument qu'on se qualifie pour la demi-finale. Ouais. C'est du bonus. Et c'est ça qui est. Est-ce que c'est une stratégie ou est-ce que c'est le club qui est devenu tel qu'on ne vise pas directement les demi-finales ou la finale? Ouais. Mais ça peut être un effet de surprise, jouer décomplexé. Et je pense que c'est du 50-50. Je dirais même, au niveau de l'expérience et au niveau de la force de frappe offensive et des certitudes offensives, je dirais du 55. Pour le Barça. Non, pour le PSG quand même. Ouais. Faudra voir comment le Barça négocie la profondeur du PSG surtout. Alors Adrien, je te relance là-dessus. C'est vrai que quand on regarde ces tableaux-là, quand on voit de l'autre côté qu'il y a Arsenal, Bayern, Real, City, et du côté du Barça, effectivement, il faut se manger le PSG, mais est-ce que c'est pas finalement le bon moment, quand on voit la forme du Barça, de se dire tiens, on peut peut-être réaliser quelque chose en Ligue des Champions? Alors dans l'idéal, pour moi, Atlético Madrid ou Dortmund, ça aurait été parfait. Si vraiment on cherche à... C'est ce que disait le PSG aussi en fait. En plus de ça, d'ici la demi-finale, on peut récupérer Frenkie de Jong et Pedri à 100%. Donc ça peut encore aussi aider. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tu tombes sur le PSG, tu es content. Parce que City, tenant un titre, Guardiola, il connaît très très bien le Barça. Le Real Madrid, ça reste un classico. Ok, on peut le faire, mais ça reste quand même des joueurs très expérimentés. Arsenal, Bayern Munich, avec l'ascendant psychologique qu'ils ont sur nous, ça n'aurait pas non plus été simple. Donc par rapport à ça, oui, moi je pense que le PSG, c'est prenable. Mais il ne faut pas non plus oublier la situation actuelle du Barça en Europe. Toutes les humiliations, toutes les remontadas subies. Il ne faut pas oublier aussi qu'on était en Europa League pendant 2 saisons consécutives. Aujourd'hui, le Barça n'est plus le Barça dans la représentation européenne. Aujourd'hui, le Barça, c'est un club qui a subi beaucoup de très mauvaises passes et qui doit aussi se racheter au niveau de ses supporters. Donc par rapport à ça, c'est aussi un gros test. On peut le faire. Mais il y a quand même pour moi le PSG qui se dégage en tant que favori sur l'expérience récente et par rapport, comme Afid l'a dit, au niveau de la transition, ce qui peut faire mal au Barça, ça peut aussi être dangereux. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis se refaire, moi je trouve que le gros problème du début de saison et ce qui a amené les problèmes justement au Barça, c'est qu'avec Xavi, il y avait toujours cette impression de dire allez, ça y est, l'entraîneur qui a incarné l'équipe de rêve, eh bien on doit forcément la comparer à l'équipe qui l'entraîne. Et ça, c'est un véritable problème dans lequel le Barça et ses supporters ont été piégés, qui a fait qu'aujourd'hui, on a imposé justement à des jeunes joueurs qui devaient continuer à progresser, et on en parlera. Je trouve que Xavi fait un travail absolument fabuleux avec toute une série de pépites, et on a complètement tout cisaillé, quoi. Tu vois, on n'a pas pris en compte qu'aujourd'hui c'est un nouveau Barça parce que Xavi était entraîneur. Et vraiment il faut reconsidérer, même si les supporters du Barça, et je crois qu'on en a 3 forts à côté de nous, sont extrêmement exigeants et veulent des titres, etc. Mais il y a aussi à un moment donné une réalité qui est que financièrement le Barça a quasiment évité la faillite, quoi. C'est compliqué, et chaque année il fallait survivre avec des leviers économiques qui rivalisaient d'inventivité, et tu ne peux pas, dans un football qui aujourd'hui est segmentarisé complètement par la puissance économique, eh bien commencer à penser et avoir des idées sur un résultat sportif autre que ceux qu'ils ont fait pour le moment, si tu n'as pas derrière les finances pour t'aider. Alex, je te voyais hocher la tête, pas forcément convaincu. Moi je voulais d'abord te relancer sur ce quart de finale. C'est vrai que, comme le disait Adrien, il y a aussi ce côté trauma. Je pense, si je ne me trompe pas, la dernière confrontation
avec le PSG, je crois que à l'époque Messi était encore présent. C'était un 4-1 au Camp Nou avec un Mbappé. Mais c'est pas la même équipe, les gars. Il faut les traumatismes. Moi, à un moment donné, il faut stopper. Oui, on a fait 2 fois l'Europa League. Oui, on a la Roma, Liverpool, PSG. On peut venir sur plein de choses. Bayern. On peut venir sur plein de choses, mais c'est fini, l'anglais, Mingueza, Piqué, Alba, Busquets, ce jour-là. Mais ça, il faut confirmer. Non, mais à un moment donné, il faut stopper. L'équipe qu'on a actuellement peut regarder n'importe quelle autre équipe dans les yeux. Non. On est bien sûr que si. Le 11 type. Mais il sera pas présent. Frenkie, Gundogan, Pedri, Gavi, c'est un milieu de terrain, c'est titulaires dans n'importe quelle équipe d'Europe, hein, les gars. Aroro, ici, Koubarsi, ils sont titulaires dans n'importe quelle équipe d'Europe. C'est la même chose. Cancelo, pareil. Il faut confirmer Koundé, à la rigueur, c'est le seul qui pourrait encore peut-être... Mais quand tu vois les matchs qu'il fait actuellement, il est monstrueux. Lewandowski, le match qu'il te fait... Il est international français et titulaire en équipe de France. Mais oui, du temps aussi. Mais c'est ça qu'il faut. Mais tu sais, Joao Félix, Ferran Torres, c'est des joueurs qui sont titulaires dans leur équipe nationale et qui sont convoqués à chaque fois. Lamine Yamal, 16 ans, c'est un talent pur. Non, on peut regarder les autres dans les yeux. Les traumatismes, les joueurs ne sont plus là. La Ligue des Champions, on peut battre le PSG et on peut aller en finale et même aller la gagner, cette finale. Moi, j'ai pas de complexe à dire que le Barça peut aller chercher la finale et la gagner. Il est très confiant. Maintenant, est-ce que vraiment le Barça... Ce qui n'est jamais arrivé, c'est que maintenant, il y a justement, je reprends 2 secondes ce qu'il dit, c'est qu'on pourrait avoir un Real Barça au final. Mais oui, ce qui n'est jamais arrivé à Wembley. Pardon, la dernière, je pense c'est une folie. Une dernière grosse confrontation, c'était la demi-finale Real Barça, je pense, à l'époque. La demi-finale 2011, oui. Avec le but légendaire de Messi. Ouais, c'est ça, c'était un match incroyable. Messi, ouais. Après, est-ce que vous êtes un peu d'accord avec ça? Parce que c'est intéressant de dire que le Barça peut vraiment regarder tout le monde dans les yeux aujourd'hui. Mais pour revenir déjà donc à la confrontation du A4 en 2000, c'était Koeman. C'était pendant le Covid, non? Si je me, enfin, non, le Covid c'est Bayern. Si on se souvient du match retour, c'était à huis clos 2021. Si on se souvient du match retour, ce match-là se termine 1-1. Avec une frappe de Messi à 30 mètres. Stratosphérique. Je crois que c'est un des meilleurs matchs de l'ère Koeman. Si le Barça en met 4 ou 5 c'est Dembélé qui tue ou le match, 6, même ce jour-là, t'as rien à redire. Pour le même prix, tu refais une remontada au Parc des Princes. En fait, il y a des fois, sur ces dernières années, tu as eu des coups d'éclat où tu te disais vraiment, il y a quelque chose. La malchance existe. Je pense que la malchance existe aussi sur certains... L'année passée, en Ligue des Champions contre le Bayern ou contre l'Inter de Milan, je pense qu'ils regardent le Bayern dans les yeux durant le match à l'Allianz Arena. Absolument. Première mi-temps, t'as un penalty pour Dembélé, normalement. J'essaie d'éviter de parler de ça. C'était beaucoup. Sur le sportif. Lewandowski, c'est le sportif. Lewandowski, il a 2 actions, il doit les terminer. Pedri, il a une action devant le but, il doit la terminer. La mi-temps, tu termines 2-0 là-bas à l'Allianz Arena, c'est pas volé, hein. Et deuxième mi-temps, tu la commences avec 2 buts d'avance, tu perds pas le match. Non, ça se joue sur des détails. L'Inter, là, la main là, de l'autre, là aussi. Mais à un moment donné, il faut vraiment regarder les matchs un par un, parce qu'il n'y a pas des trucs qui sont horribles à regarder du côté du Barça. C'est ça que je dis. Sacha, pour te relancer là-dessus, un peu pour clôturer ce chapitre Ligue des Champions, parce qu'on a bien compris, toi, avec ton regard de journaliste qui travaille beaucoup en France, on a le sentiment aussi que du côté français, parce que c'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec Alex, de se dire, c'est limite joué d'avance. Je crois qu'il y a encore ce gros traumatisme de la remontada justement du côté du PSG. Donc j'ai pas l'impression que c'est une équipe facile à prendre pour le PSG. C'est même limite le piège, quoi. Non, c'est justement un piège à éviter complètement. Le Barça est complètement dans la tête des supporters parisiens, des observateurs français, et je pense même qu'ils ont construit une villa dans leur cerveau, tu vois, parce que c'est vraiment un club qui a traumatisé un pays entier par rapport à voilà. Et chaque fois qu'il y a un but ou une passe décisive, je me rappelle la semaine dernière, je pense que c'est Sergi Roberto qui est très bon sur le but. Ils en reparlent à chaque fois. Donc en Ligue des Champions, Sergi Roberto fait une passe D, je pense, pour Lewandowski ou un truc comme ça. Il est dans la tête du commentateur qui commente le match. Ah oui, rappelez-vous Sergio Roberto. Donc ça veut dire que dans leur tête, dans leur esprit, c'est complètement présent. Et donc ça veut dire, cette preuve-là, ça veut dire que le Barça est dans l'imaginaire collectif français, et surtout, le Barça du début de saison, encore une fois, j'aurais pas eu la même prétention, j'aurais pas parlé de cette manière-là. Mais là,
Il y a selon moi une progression sur les 3-4 dernières semaines qui est d'ailleurs probablement assez impressionnante et désarmante parce que j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit depuis qu'il y a eu ce fameux discours que Xavi a tenu auprès de ses joueurs en disant bah voilà, vous savez que je pars, on efface tout par rapport à ce qui s'est passé et maintenant on y va tous à fond jusqu'à la fin, carajo, quelque part on y va, on va la chercher, on va au moins essayer d'aller chercher un maximum de points possible et depuis le Barça n'a plus perdu. Dernière intervention de cette partie. Parce qu'on parlait du début de saison, mais par exemple, début de saison, tu as des matchs références. Tu as une victoire contre le Betis Séville. Je crois que c'est le meilleur match collectivement du début à la fin. Anvers. Anvers, l'adversaire est moindre, mais le contenu. Tu as des équipes qui vont gagner 4-0 contre un petit poussé, mais il n'y aura pas le même contenu que le Barça a proposé, par exemple, ces soirs-là. Mais écoute, le sujet et le débat sur le contenu, je ne sais pas si toi tu souhaites l'aborder, Malik, mais moi je trouve qu'il y a une forme de versatilité qui est hyper importante dans le jeu du Barça, où à un moment donné, tout le monde a focalisé les attentes du Barça sur un jeu de possession, de construction. Or, quand on voit notamment le match face à l'Atlético, ils sont d'une intelligence fine pour aller dans le jeu de transition. Eh ben justement, Sacha, on va en parler tout de suite parce que de toute façon, pour terminer cette séquence, il fallait quand même la terminer en disant de toute façon le Barça, le PSG, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. C'est pas Valladolid, voilà, c'est pas Retafe. C'est pas Retafe. Voilà. Allez, on enchaîne cette deuxième partie. Forcément, vous parlez du jeu de possession, du système, etc. Donc, on doit parler d'un des hommes importants de l'équipe, le coach, Xavi. Bon, je disais homme important, peut-être jusqu'à la fin de saison. Je dis bien peut-être parce que ces derniers temps, discussion que Xavi doit partir. Ok, au tout début, ici, on disait pourquoi pas. Puis finalement, les résultats suivent. Est-ce que, en plus, je sais qu'ici, il y avait des articles d'Echo qui disaient s'il y a discussion, on est ouvert à ça. Donc, je vais te relancer la question, Alex. Pour l'instant, forcément, que Xavi part, est-ce que tu considères que Xavi et le Barça comme un échec? Absolument parce pas. Parce que Sacha le présentait, c'est vrai que Xavi est intéressant auprès des jeunes. Il représentait ce qu'était le beau Barça aujourd'hui. Ouais. Non, pour moi, Xavi, c'est absolument pas un échec. Il faut, pour analyser vraiment ce que Xavi a actuellement, il faut revenir à ce qui était au départ. Quand Xavi il arrive, l'équipe elle est démolie. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'ADN, il n'y a plus de tactique. Il arrive, il le signale même lui-même qu'il est obligé de faire des entraînements spéciaux pour essayer de faire comprendre aux joueurs comment ils doivent se placer sur un terrain. Et quand tu démarres de zéro, et que tu dois construire toute une équipe, et maintenant, pareil, il faut attendre que la Masia, elle vienne, elle prenne possession un peu du style que Xavi veut adopter. Maintenant, tu commences à avoir des jeunes qui émergent, tu commences à avoir des joueurs qui comprennent le style de jeu, et quand tu dois construire un club qui démarre de zéro avec des finances aussi catastrophiques, il faut laisser le temps. Et moi, c'est ça que j'en veux, c'est la communication plus de la direction, d'avoir dit on prend Xavi, maintenant ça va être le beau jeu, on va gagner les titres, on va chercher tout ça, avant de dire voilà, Xavi il arrive dans un Barça démoli, prenons le temps de construire ce Barça, comme Arteta l'a fait, ou même Guardiola à City, il lui a fallu 7 ans pour la Ligue des Champions. Je suis certain même que si on avait dit voilà, Xavi, sur 5 ans le projet doit tenir, on ne serait pas là derrière en train de mettre cette pression malsaine sur les joueurs. Et là, Xavi a enlevé une grosse pression. Afid, avant de te donner la parole, je fais juste le contexte. Le Barça aujourd'hui, 2e sur 29 matchs. 19 victoires, 7 nuls, 3 défaites à 8 points du Real. Et si on prend le global entre 2021 et 2024, Xavi, c'est 83 victoires, 23 nuls, 26 défaites. Est-ce qu'on doit voir ça comme un échec en fait du côté de Xavi? Quand on voit ça, c'est pas si mal, non? Au niveau des standards Barça, donc période 2008-2017, on va dire, cette décennie-là, oui. Au niveau de ce qui s'est passé, même si je pense que le taux de défaite, parce que justement, en fait, pour en revenir à ce que... La frite catalane. Bien piquante aujourd'hui, la frite catalane. Le problème avec Xavi, tout le temps. Le problème qui se pose au niveau des détracteurs de Xavi, c'est qu'avant Xavi, on a eu Quique Sétienne, Ronald Koeman. Non, mais ces deux entraîneurs-là n'ont pas bénéficié du même crédit, ni des mêmes dépenses que Xavi. Ils avaient Messi. Hein. Ils avaient Messi, ok, mais autour de Messi. Donc, en fait, le problème de Xavi, c'est que tout a bien commencé. C'est au niveau européen, parce que des fois, on en oublie même que le Barça est champion en titre. Ouais, c'est vrai. Super Coupe d'Espagne. Quart de finale. L'année passée, le Real ne gagne pas le championnat ni rien du tout. Mais si tu regardes au niveau de la presse, au niveau des médias, au niveau de ce qui se dit, au niveau de l'opinion publique, le Real est un cador et le Barça est un moins que rien. Oui, mais tu vois, ce que je comprends pas, c'est que là, le Barça est 2e, certes, à 8 points en championnat. Aujourd'hui, on parle plus de Gérone que du Barça. Oui, mais bon, en entendant, c'est pas Gérone qui est en quart de finale de Ligue des Champions. Absolument pas. Une possibilité, je sais pas ce que t'en penses, toi, Adrien. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vraiment l'échec total, quoi. Alors que, bon, peut-être en relativisant. L'exigence. Je pense que c'est le club le plus exigeant au monde. C'est la communauté la plus toxique. Bien avant le Real, même.
Je suis d'accord avec la frite. Il faut regarder là où on en était quand Xavi est arrivé. Et aujourd'hui, il y a un gros gap tactique. On voit que la mentalité aussi des joueurs, ils y croient beaucoup plus. C'est très important. Et pour moi, si on regarde sur l'ensemble, c'est très positif ce qu'il a mis en place. Mais cette saison, il y a quand même 4 humiliations. Il ne faut pas les oublier. Face à Gérone, face au Real Madrid, face à Villarreal, face à Bilbao. Et ça fait beaucoup. Et en fait, on a l'impression que cette équipe-là peut avoir des bas de forme catastrophiques et des pics exceptionnels. Il faut trouver cette régularité et je pense que Xavi est un excellent coach, notamment tactiquement. Il y a quelques adaptations à faire encore, mais franchement, pour moi, c'est quand même un très bon coach à ce niveau-là. Mais c'est plus dans le management. Réussir à concerner tout son groupe, réussir à faire comprendre qu'un joueur n'est pas titulaire aujourd'hui, mais plus tard, il va apporter à l'équipe. Et cette gestion-là, elle pourrait faire beaucoup de bien au Barça. Et puis la communication. Pour moi, quand il se plaint constamment de l'arbitrage, alors qu'on est le Barça, ok, il y a des problèmes d'arbitrage. Mais tu ne dois pas te baser uniquement là-dessus. Tu dois dire aussi que l'équipe doit faire mieux. On appelait le Barça UEFA Lona, on en rappelle. À une certaine époque, on appelait vraiment le Barça comme ça parce qu'il y avait quand même à un moment donné une espèce de... C'était exagéré. Il faut arrêter à un moment donné. Non, mais c'est Barça. Attends, ce qui est intéressant, vite pour revenir sur ce que disait Adrien, ce qui est intéressant, c'est quand même, ça ce qui est surprenant, c'est de voir un Xavi bord terrain complètement... Mais c'est la passion. Complètement... C'est la passion. Et tu me mets sur le terrain, au bord du terrain, avec cette passion que lui, là, moi, j'ai cette même passion-là, au bord du terrain, les mêmes choses. Hier, je suis expulsé 3 fois, moi. Oui, il était pas comme ça. Parce que je te l'insulte. Il était comme ça sur le terrain. Il avait un caractère très méchant. Ah, moi, pas à ce point. Quand on le voit le dernier match, c'est contre Naples, là, où il devient fou, il shot partout. Et en tant que footballeur, si. T'es Xavi. Franchement, je me souviens plus, mais j'ai l'impression que c'était plutôt le... Tu es Xavi, c'est le rêve de toute ta vie, c'est l'apothéose de ton parcours. Tu es coach du Barça. Tu t'es pas retrouvé spécialement dans les cordes. Par quelle équipe? J'ai regardé tous les matchs de Xavi, donc il y a des fois tu perds même 4-1, tu te dis mais comment t'as perdu ce match-là en première mi-temps? T'as qu'une équipe sur le terrain. Il y a des décisions litigieuses. Il y a un tapage médiatique au niveau d'une affaire qui sort de je ne sais où, qui a eu un non-lieu classé sans suite. Ah, ça c'est grave. Ça par contre, le classé sans suite, le non-lieu ne fait pas la une des journaux. Ouais, attends, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Est-ce que tu peux préciser dont je parlais de l'affaire Negreira. Okay. Parce qu'en fait, il fallait savoir une chose, c'est que quand tu avais un enchaînement de 2-3 résultats positifs, elle sort. Et hop là, ça mais c'est comme ça que ça fonctionne en Espagne depuis toujours. Mais donc, réexplique un peu cette affaire, vite fait en quelques mots pour ceux qui n'ont pas suivi. L'affaire Negreira, écoutez, le Barça aurait réversé durant une certaine période, une année où ils ne sont pas champions d'ailleurs, faut le préciser, où ils se font voler sur certains matchs en fin de saison. C'est Malaga qui laisse gagner le Real l'année-là, je pense, avec la Il y a eu un goal au Betis annulé vers les derniers matchs. Il y a eu Neymar qui se fait exclure contre Malaga. Soit, le Barça aurait versé de l'argent à un membre de la commission des arbitres en Liga. Ces versements-là auraient été faits pour avoir des rapports sur les arbitres que le Barça allait avoir. Par exemple, j'ai besoin d'un rapport ce mardi car ce week-end on affronte Saragosse et l'arbitre c'est, on va dire, Mateo Laos. Voilà. Apparemment tous les clubs faisaient ça, mais n'arrivaient pas à justifier le pourquoi du comment, d'où venait cet argent-là. Donc, directement, comme on dit souvent, pour pouvoir faire notre popote tranquillement de notre côté, on va aller accuser le voisin pour pouvoir faire notre histoire tranquillement. On sait que historiquement, le club le plus puissant d'Espagne, et quand on parle de puissance, ça implique tout. C'est le Real Madrid. C'est le Real de Madrid. Donc il y avait un Barça qui se reconstruisait ces 2 dernières années, avec des jeunes qui arrivaient, avec un Xavi plein d'engouement, plein d'enthousiasme. On sait toujours aussi historiquement que quand il y a une flopée de jeunes du cru qui montent, ça coïncide souvent avec des gros cycles victorieux. Toutes les grosses équipes du Barça, que ce soit la Dream Team de Cruyff, le Barça de Rijkaard ou la Pep Team, a toujours été avec une grosse base locale. Donc il y avait peut-être il fallait peut-être freiner tout ça. C'est comme l'histoire au niveau de Bartomeu, les finances du Barça. Il y a des années où tu pouvais te permettre d'acheter 2 joueurs à plus de 120 millions sur le même été. Jamais alarmé, jamais alerté, jamais mis en garde. Et au bout d'un moment, on vient en tant qu'à ta porte. Écoutez, voilà, votre masse salariale a complètement explosé. Vous ne pouvez plus faire ci, ça. Quand Laporta reprend la présidence. Avant, il n'y avait pas tout ça. Il y a beaucoup de politique. Beaucoup de politique en Espagne. Ça va au-delà du football, ça va au-delà du sport. Et pour revenir un peu sur le coach, Sacha, Xavi, bon...
Qu'est-ce que doit faire le Barça aujourd'hui? Est-ce qu'on reste sur cette idée de merci beaucoup? C'était une belle histoire, histoire. C'était une histoire de 2 ans. Merci, au revoir. On clôture le chapitre en fin d'année, en fin de saison. Ou quelque part, tiens, on réessaye un peu de reparler avec Xavi. C'est nuancé parce que quelque part, il y a cette image qui moi m'a marqué de Xavi qui l'annonce lui-même en conférence de presse et qui confirme ça auprès des journalistes catalans. Et puis il y a tout le travail que lui est en train de mettre en place, notamment avec les jeunes arrivant de la Masia. Bon, je pense évidemment à Pau Kubarsi parce que c'est c'est parce que c'est vraiment lui qui est le plus impressionnant selon moi sur les derniers matchs. C'est vraiment un joueur qui m'a marqué. Évidemment, le travail d'adaptation par rapport à Lamine Yamal qui commence avec lui à 15 ans et qui à un moment donné est considéré un peu comme différent, par différents, je dirais, observateurs catalans qui pourrait devenir un joueur au niveau similaire à un joueur différentiel comme il l'appelle, comme il le dit souvent là-bas, générationnel, un peu à la Lionel Messi, sans vouloir oser la comparaison évidemment parce que cette comparaison n'est pas raison, mais c'est pas possible en fait d'avoir réussi à reconstruire un Barça totalement différent avec justement des qualités complètement différentes de ce que le Barça est censé représenter, c'est-à-dire football de possession, etc. D'accord, il y a, mais la plupart des buts intéressants du Barça, et là où s'ils sont une arme, et ils ont une arme pour moi de destruction massive face au Paris Saint-Germain, c'est de laisser croire au Paris Saint-Germain qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent dans leur jeu de transition, parce que le Barça est également capable de jouer et a marqué beaucoup de buts dans un jeu de transition et en contre-attaque, où pour moi ils sont quasiment plus forts que lorsqu'ils sont dans une zone, dans un jeu de construction. Pour moi, le Barça est devenu un football, a développé un football complètement différent de celui qu'il représentait au départ. Et ça, c'est grâce à Xavi. Donc, je verrais mal, effectivement, un entraîneur qui a laissé une telle empreinte, laisser encore au soin à un autre entraîneur d'arriver pour refaire encore autre chose, alors qu'il est en train, justement, de commencer à tapisser les bases d'une nouvelle maison. Je veux dire, il n'y a même pas encore les échafaudages, là. Ben voilà, Sacha a quand même lancé une transition sur... On va continuer la discussion. C'est pour pas que l'info... Il y a beaucoup de bruit en Espagne, en tout cas, sur les sites espagnols, etc., qui ressortent comme quoi cette décision-là aurait été faite de concert avec le président, le staff, etc., pour piquer. Mais maintenant, attendez, Xavi n'allait pas rester quoi qu'il arrive, hein. Mais je pense que le président voudrait... Petite réaction, quoi que ça fasse... Un an de plus avec Xavi pour préparer la venue de Klopp. Le souhait ultime de Laporta, c'est Jürgen Klopp, qui veut prendre une année sabbatique. Donc apparemment, c'était une sorte d'électrochoc. Xavi partait quand même sur une 2e saison. Et je pense que même au niveau financier, même si maintenant il avait... On ne peut pas acheter un autre entraîneur de toute façon. Xavi est tellement sous-payé. Bah, t'auras Tuchel en fin de saison. Ouais, mais au niveau de la grille salariale. Non, mais par rapport à ce qu'on pourrait payer un autre entraîneur, un Flick, un Tuchel qui ne sert à rien, bref, ou Nagelsmann, peu importe. Mais je pense qu'un Klopp, une saison sabbatique, et le Xavi qui garde sa saison au Barça la saison suivante pour construire les bases et la suite, Klopp est l'entraîneur le mieux pour reprendre ce que Xavi est en train de construire. On va mettre en place, je suis pas d'accord. Parce que dans la même lignée que Liverpool à l'époque, avec juste avant Klopp, c'était... On s'en souvient même pas tellement qu'il a marqué. Si, avec Luis Suarez, etc. Non, c'était qui avant? C'était Hughes, non, c'est pas ça. Mais je veux bien entendre l'avis de David. Tu n'étais pas d'accord sur quoi? Sur le fait Klopp au Barça? Pour Klopp. Pourquoi? Pour moi, c'est un grand coach, Jürgen Klopp. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'aime beaucoup le coach. Mais il a toujours représenté l'anti-jeu de position de Guardiola. L'homme qui a mis vraiment en avant le jeu de transition dans le football moderne. Et le faire venir au Barça, pour moi, c'est pas très cohérent. Je suis d'accord. Et je pense qu'il faut quand même plus de continuité. Absolument. Mais le Barça ne peut pas switcher ou changer un peu Si, ils peuvent, mais c'est un coach qui mise beaucoup sur l'activité physique de ses joueurs, sur le jeu de transition, c'est très bien. Mais au Barça, c'est pas ce qui colle le mieux, je trouve. Et tu vas pas arriver avec des Naby Keita dans le cœur du jeu. Non. Tu vois ce que je veux dire, des James Milner qui vont commencer à mettre des pains. Je veux dire, ça c'est pas le Barça, quoi. Il faut quand même garder un minimum l'identité. C'est ça qui a tué le Barça aussi d'ailleurs. Ce qui était intéressant avec sa vie, c'est qu'il avait vraiment compris quels étaient les modèles qui fonctionnaient dans le football moderne et comment est-ce que tu gagnais avec un football de transition, tout en gardant l'ADN du Barça. Ce qui a, je pense,
résulter des mauvais résultats du départ de la saison, tu vois. C'est ce pourquoi il a mis autant de difficultés à construire son Barça, parce qu'il devait s'adapter à ce qu'était le football moderne et en même temps ne pas traduire ou je dirais s'essuyer sur l'ADN du Barça. C'est difficile parce qu'il a créé quasiment son football, quoi. Parce que au final, est-ce qu'ils n'ont pas été trop durs avec Xavi, vu que c'est un enfant de la maison, etc. En tout cas, quand je parle de eux, c'est la direction, etc. Parce que vous dites, il a eu des crédits. Non, c'est les médias qui ont été durs avec Xavi, pas la direction. Et bien plus tard. Et oui. Il a eu un an de tranquillité. Il s'est éliminé en Ligue des Champions au final. Hein. Mais il gagne le championnat. Ouais, non, il gagne le championnat. Non, mais il continue. Ensuite, quand il reprend l'équipe en Europa League, il se fait éliminer aussi il y a 2 ans. Ouais. Donc c'est 2 éliminations de suite et il est maintenu. Il y a eu des entraîneurs, Robert Kike Setien par exemple, qui a voulu lui justement imposer cette double séance. Le problème du Barça, c'est un problème d'ordre physique dans un premier temps, dans la préparation physique. Et pour revenir sur ce que Wartok disait, le jeu de transition, etc., le jeu de position, etc. Pep Guardiola, qui est le papa de ce jeu de position, déroge des fois à la règle, même avec son Man City. La dernière époque victorieuse du Barça, la belle grosse époque, c'est l'époque Luis Enrique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Victoire contre la Xavi, Juve. pour parler de Xavi, goûte au banc au détriment de Rakitic. Il était en fin de carrière. Il était en fin de carrière. Ouais, mais bien sûr. Mais c'était un jeu beaucoup plus rock'n'roll avec Luis Enrique. Le milieu de terrain avait beaucoup moins d'importance. Il y avait les fondamentaux quand même. Que sous. Ouais, il y a les fondamentaux comme à l'heure actuelle, comme sous Koeman aussi, comme sous. Non. Il y aura toujours eu. Ah si. Koeman, c'était pas à ce point. Ah si. Et Koeman, c'était justement l'année passée, t'as la meilleure défense d'Europe avec la BAC là, donc Balde, Araujo, Christensen, Koundé. Ouais. C'est la défense qui ressort beaucoup plus parce que là maintenant sur ces derniers matchs, tu marques 3 goals sur 2-3 matchs de suite. Mais c'est le clean sheet à chaque fois. C'était pas un jeu défensif. Avant ça, tu gagnes que d'un goal d'écart. Et toujours, je pense même dans les dernières minutes, les derniers résultats, c'est un peu complexe aussi. Donc le jeu de position, tu dois garder cette base-là, toujours l'ADN. Mais tu dois l'améliorer comme Guardiola l'a fait avec City, comme Luis Enrique l'a fait avec le Barça à l'époque et le fait à l'heure actuelle avec le PSG aussi. Il y a beaucoup de choses quand qui tu sais que la moitié de l'Europe ou les 3/4 des grands clubs européens se sont mis à table pour contrer ce genre de football-là pendant il y a 10 ans d'ici, tu es obligé d'amener certaines variantes sans te renier bien évidemment. Hein. Allez les gars, on va avancer quand même dans l'émission. On va continuer de toute façon à parler de l'équipe, du jeu, etc. Mais avec des pions importants sous Xavi, c'est les jeunes. Ben oui, les jeunes, Sacha, tu en avais parlé déjà dans les différents sujets juste avant, donc n'hésitez pas à regarder, à revoir si vous venez d'arriver dans l'émission du Noyau Dur. Ben regardez les 20 premières minutes, les 30 premières minutes, parce que c'était intéressant, on a parlé de Xavi, de la Ligue des Champions, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est important d'avoir vos avis. Donc du coup, la jeunesse au pouvoir, c'était un peu le titre comme ça que je l'ai mis, la jeunesse au pouvoir au Barça, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Et pour... en débattre, je vais juste recontextualiser. Quand on regarde la dernière compo face à l'Atlético, je vais juste nommer ceux qui ont moins de 21 ans, en l'occurrence Hector Ford, 17 ans, aligné sur le flanc gauche, arrière gauche, Fermin, 20 ans, Pau Cubarsí, tu l'as dit, 17 ans. Bon, je ne vais pas parler de Joao Félix, 24 ans, mais parmi les jeunes, Lamine Yamal, 16 ans, Pedri, 21 ans, Gavi, 19 ans. Est-ce que c'est une bonne stratégie finalement du Barça de chaque année d'amener des jeunes c'est le Barça. Au niveau pour moi, c'est ça le Barça. Titulaire. Aujourd'hui, Malik, le Barça, c'est ça. Pour moi, c'est clairement ce qu'on attend du Barça. Quand je vois un match du Barça, j'aimerais être surpris et je pense que je le suis à chaque fois par des nouvelles têtes, par des nouveaux, par des nouveaux joueurs de talent. Donc ça, c'est une bonne stratégie pour toi. Mais c'est la grosse difficulté qu'il y avait ces dernières années, c'est que tu n'avais pas l'espèce de tremplin, l'espèce de pont entre la Masia et je dirais l'équipe première. Il y avait une incompréhension entre qu'est-ce qu'on veut vraiment au Barça. Est-ce qu'on veut des top stars ? Oui, mais par qui est-ce qu'on va les accompagner ? Comment est-ce qu'on va les accompagner ? Et ces jeunes-là, je dirais, font véritablement la transition pour récupérer cet ADN, même si le jeu du Barça a évolué, a changé. Et c'est, je pense, le plus important aujourd'hui. Et c'est certainement aussi la plus grosse satisfaction de Xavi cette saison. S'il y a vraiment un truc sur lequel, même s'il quitte en fin de saison, comme il l'a annoncé, le Barça cette saison, Xavi doit être fier, c'est la manière dont il a post-formé tous ces jeunes. C'est extraordinaire de se retrouver avec un joueur, je suis désolé, mais je vais reparler de ce mec, la façon dont Cubarsí joue sur Osimhen, à 17 ans, 34% de minutes jouées, c'est pas moi qui le dis, c'est Transfermarkt en Liga. À 17 ans, il est né en 2007. Je veux dire, il faut se rendre compte des trucs. C'est un animal. Je n'ai jamais vu un gars de 17 ans aussi fort de ma vie, quoi. En 2007, je ne sais pas
qui serait capable Premier de match faire en une Ligue des performance Champions. comme Est-ce ça? que je veux dire, Sacha, par rapport à la question de la Il est stratégie, incroyable. je pense qu'on est tous d'accord sur se dire que c'est vraiment important pour le Barça d'avoir des joueurs qui en plus sont au haut niveau très vite. Mais oui. La question, c'est de savoir sur la longueur. Pourquoi je t'ai posé ces questions-là? Parce que par exemple, Pedri, si on prend sa saison en 2020-2021, c'est plus de 60 matchs. Ouais, Un mec fait une de erreur. 21 ans qui aujourd'hui, il est où? Pété. La faute à qui? Faute à qui? Mais c'est ça toute la question, c'est comment. La faute à Luis Enrique. C'était toute la. La fédération. Mais ça, c'est toute la réflexion de la question, c'est de se dire, est-ce que c'est bien de mettre en avant des jeunes? J'imagine que oui. Maintenant, est-ce que c'est une bonne stratégie de les responsabiliser à ce niveau-là, de se dire, maintenant, ce sont des pions importants. Comme on le voit sur cette compo, comme on voit comment Pedri, Gavi étaient hyper importants, ce sont des mecs qui, au final, aujourd'hui, ont 60-50 matchs par saison et qui se pètent, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, toi, du côté. Par rapport à Pedri, il y a aussi le match avec l'Espagne. Il faut préciser, quand il joue l'Euro, les Bien sûr. JO, après une saison pleine, c'est pas trop normal. Mais globalement, Ansu Fati aussi, 3 opérations au genou, Je l'ai même pas mentionné, mais c'est vrai, t'as raison. c'est excessif. Mais il y a aussi un manque dans l'effectif en termes de nombre, en termes de qualité, qui te force à faire jouer les jeunes. Donc déjà, Et les absences aussi. ouais, les absences, il y a constamment des blessés. Moi, je pense qu'il y a un problème dans la préparation, parce qu'on voit beaucoup trop de blessés. Ok, on le voit partout, les blessés, mais au Barça, c'est quand même, quand tu vois autant de rechutes, pour moi, c'est que forcément, il y a un problème dans la préparation. Ah, c'est sûr. Quand Lewandowski, après le match face à Atlético Madrid, il avoue que la préparation est meilleure ces derniers temps, donc il se sent mieux physiquement, c'est pas normal. La préparation, elle doit être Quand bonne t'es le dès le Barça, c'est début. pas normal, oui, c'est vrai. Ouais, non, il y a un problème là-dessus. Donc déjà, pour moi, c'est un problème. Mais ça résulte de beaucoup de problèmes au sein de l'effectif, économique, qui te force à faire jouer les jeunes. Et puis Pedri, aujourd'hui, le niveau qu'il a à 21 ans, c'est exceptionnel. Donc tu as envie de le faire jouer, mais il faut trouver un bon équilibre. Mais qui est son remplaçant? On se pose toujours des questions comme ça. Et c'est avec le temps, peut-être que ça peut s'arranger. D'accord avec ça, Alex. Et je voudrais même rajouter, j'avais vu ça récemment, et notamment chez les copains de Sacha sur RMC, ils expliquaient que c'était quand même pas normal ces derniers temps que le joueur phare du Barça, on se repose sur le gamin de 16 ans, Lamine Yamal. Exact. Est-ce que ça, c'est quand même normal? Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit et j'ai envie de revenir même encore un peu plus loin. À partir du moment où Luis Enrique il est parti, on a arrêté de se servir dans la Masia. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui sont beaucoup trop âgées. On arrive avec des Oriol Romeu, Lewandowski, Gundogan qui ont passé à la trentaine. Et Entre les 24 ans. Enfin, ouais, mais ils arrivent là après. Ils sont arrivés cette année, mais sinon après, t'as un trou. Ouais. Et t'arrives avec des gamins qui sont même pas encore majeurs que le lendemain d'un match de foot, ils ont un terreau de mathématiques. Bon, et on a raté cette transition-là pendant quelques années à aller chercher des mercatos complètement incohérents avec le profil du Barça. Parce que tu allais réagir, toi, mais Grimaldo, on l'a raté. Dani Olmo, tu l'as raté, mais il y en a eu d'autres. Cucurella aurait pu être le remplaçant Xavi Simons, de Alba, mais l'air de rien, on a raté Ouais, bien quelques sûr. joueurs, on a raté quelques pépites qui auraient pu évoluer au Barça, parce que là, tu vas me dire, oui, mais regarde ailleurs, ils sont pas C'était spécialement l'époque bons. Bartomeu, ça, ouais. Ouais, et ils sont pas spécialement bons, mais pourquoi? Ouais. Parce qu'ils jouent pas au Barça. Busquets, tu l'aurais mis ailleurs, il aurait pas été aussi bon qu'au Barça. Ouais, bien sûr. C'est parce que c'est les profils qu'on façonne, qu'on fabrique à la maison. Et tu peux pas acheter des joueurs qui ont ce profil-là. Tu dois te servir de la Masia. C'est comme ça. Et maintenant, oui, tu as des gamins de 16, 17 ans, 18 ans qui jouent trop, qui vont s'épuiser, qui peut-être dans 2 ans seront blessés parce que cette transition n'a pas été faite à ce moment-là. Ou Alex, je me permets, ou qui même pire, parce que c'est pire pour les supporters que nous sommes, à 30 ans ou à 32 ans, comme Eden Hazard se disent j'ai fait mon tour, je suis là depuis Non, mais 16 ans, Eden Hazard, au revoir, merci. c'est pas le même. Non, mais vous avez compris l'idée, c'est de se dire commencer c'est très le tôt, cauchemar. jouer beaucoup pour après à un moment donné en être un Au peu final, c'est la dégoûté. norme, ça. À la Ouais. base, c'était la norme. Ah, ouais, c'est ça, le top ouais. niveau arrêté à 32, 33 ans. C'est c'est l'inverse Ça devrait se qui- passer, ouais, logiquement. Maintenant, il y a des super-héros et des super-joueurs comme par exemple Cristiano Ronaldo qui ont Olivier complètement Modric, explosé les quotas et qui ont fait en sorte, voilà, les Modric qui évidemment sont un petit peu, à mon avis, piqués, mais ça, on en reparlera. Tu peux parler d'un ancien Iniesta qui est toujours en activité. Iniesta, certes, oui, qui mais joue à plus- Dubaï, mais Il joue à qui joue Dubaï. quand même. Mais oui, mais il est parti à quel âge du Barça? C'était pas non plus. 34, 34 ans, ouais. 34 ans, on parle pas de 31, 32 ou Oui, même puis il a fait le 30. Japon, il a fait Ouais. pas mal Oui, de voilà. bons trucs au Japon avant. Et il faut quand même rendre à Koeman ce qui appartient à Koeman, parce que Koeman, en tant qu'ancien Barcelonais, et ils ont apparemment, il faut avoir connu le club pour avoir cette fibre-là. Il a quand même lancé aussi Oui, pas mal de il joueurs. a hein. lancé quoi? Baldé, il a lancé Balde, Pedri. Ansu Fati, Gavi, Nico. Pedri, Oui, non, Gavi. On peut pas tout jeter Araujo. aux autres. Mais septième, Valverde. C'était catastrophique. Non, Sétienne, on lui a pas donné de temps. Moi, je trouve que c'est plus facile au Barça de donner justement la Valverde- chance aux jeunes. Valverde, justement, Plutôt- a eu des résultats avec beaucoup de pragmatisme. Messi a caché toute la misère pendant 4-5 ans. Hein. Si tu enlevais Messi, il n'y avait aucun fond de jeu. Hein. Exactement.
Exactement. Aucun fond de jeu sans Messi. Mais est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné? Parce que Sacha allait poursuivre dans une réflexion, je donne la parole tout de suite là sur. C'est bien que le Barça, c'est un des seuls clubs qui puisse permettre aux jeunes joueurs de pouvoir se montrer et de performer. Mais c'est ça que je disais. C'est pas un cadeau empoisonné quelque part aussi? Ça peut être un cadeau empoisonné, mais quelque part aujourd'hui, le Barça s'est retrouvé dans une situation où financièrement ils pouvaient pas acheter des joueurs, donc ils ont été dans l'obligation de le faire. Si tu suis le bon processus, pour moi c'est même plus intelligent dans un format et surtout dans l'identité, dans la philosophie de jeu qu'est le Barça, de mettre en avant des jeunes, de les titulariser, que dans d'autres équipes où ce serait pas possible. Parce qu'il faut que les nouveaux joueurs s'assimilent à la philosophie du Barça. On le dit souvent, mais le Barça, c'est comme une sélection. C'est pas un club particulier. Il y a une philosophie, il y a une manière de jouer au football, il y a une façon de penser en Catalogne. C'est pas du tout la même chose. Tu dois t'adapter à un pays quasiment dans l'état de pensée. Et ça, c'est des choses qui sont très particulières. Et parfois, quand tu as un jeune joueur qui a 17 ans, tu parlais de Ricky Fort tout à l'heure, quand tu as un jeune comme Fort, parfois il est plus fort que d'autres joueurs qui sont achetés 20-25 millions sur un match parce qu'ils ont une certaine philosophie de football auquel ils s'adaptent beaucoup plus. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Mais Thierry Henry l'explique. Quand il arrive au Barça, il quitte Arsenal, il arrive à Barcelone, il l'a dit lui-même, j'ai dû réapprendre le football. C'est pas la même chose. Et tu avais en fait, c'est ça, le Barça, comme on l'a toujours dit, c'était une grosse base locale. Mais quand tu viens de l'extérieur, tu dois être le crack ultime. C'est comme ça que le Barça a toujours fonctionné. Tu vas chercher Thierry Henry, tu vas chercher Neymar, tu vas pas chercher des joueurs moyens. Donc tu as une base locale et tu mises sur un crack, vraiment un crack. Oui, l'époque des Franck Kessié, tout ça, c'était des erreurs. Mais Kessié, que j'aime bien. C'était très bon joueur. Auprès des jeunes aussi, il y avait ce côté un peu crack. Voilà. Je suis désolé aussi, même auprès des jeunes. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout un temps, et je pense que toi, Adri, tu l'avais dit, il y a Ansu Fati, on l'a mis en avant énormément. Il y a, j'oublie son nom, je le cherche depuis tout à l'heure, vous allez m'aider. Ricky Puig. Non, encore peu. À l'époque de ce que je considère le plus beau Barça, c'est-à-dire avec le trio infernal Villa, Pedro et Thiago Alcantara et Messi. Non, notre ami espagnol. Rien à voir. Putain, les gars. Il y a quoi? Il y a Iniesta, Xavi. Un jeune talent qui a Maxi Lopez. Voilà, merci Adrien. Mais voilà, enfin vous voyez, c'est un bel exemple aussi où on disait un crack ultime, et puis il s'est passé quoi? Et je crois qu'il a même sorti un livre où il expliquait la catastrophe, l'épée de Damoclès qu'il avait constamment. J'ai l'impression que pour Ansu Fati, tu l'expliquais, c'était un peu pareil. Maintenant il est où? Enfin, regarde un petit peu la nuance, regarde un petit peu quand Boyan débarque dans l'équipe première et quand Fati débarque dans l'équipe première, et regarde quand Busquets arrive en équipe première, quand Pedro arrive en équipe première, quand Thiago Alcantara arrive. Ces joueurs-là arrivent dans un groupe déjà bien huilé, dans un collectif complètement rodé, donc un petit jeune par-ci, un petit jeune par-là. Boyan arrive dans la saison 2007-2008, la dernière saison de Rijkaard. Je crois que c'est un des plus gros fiascos. Il termine 3e, il se fait éliminer en demi-finale. C'est l'année qui précède Pep Guardiola. Boyan arrive à ce moment-là. Ansu Fati arrive à l'époque de Koeman, etc. Ou même non, je pense qu'il avait déjà eu des minutes avec Valverde, je pense. Non, je pense pas. J'ai pas souvenir de ça. C'est Koeman qui le lance. C'est Koeman qui le lance. Vous êtes sûr comme ça? Exactement. Ouais, je ne sais pas. Mais il y a une nuance en fait. Regardez maintenant là, Pau Cubarsí. Si Pau Cubarsí avait commencé un match au mois de novembre de cette année, quand le Barça n'est pas dedans du tout, je sais pas si ça aurait eu le même impact. Mais Cubarsí, c'est encore une fois plus fort pour moi que ça. Parce que c'est l'une des clés du Barça aujourd'hui. Pourquoi le Barça fonctionne bien sur les dernières semaines? C'est parce que le Barça défend mieux que les autres. Aujourd'hui, personne Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Personne ne parle. Aujourd'hui, quand on met en avant le Barça, personne ne dit « Oh, le Barça, c'est génial, ils défendent super bien. » Alors que c'est le cas. Le Barça est plus fort que ses adversaires parce que le Barça défend mieux que les autres. C'est tout. Parce que maintenant, on place qui parle là, attention. On a placé un Christensen en 6 qui vient justement aider à la couverture. Donc Cubarsí, il est aidé par un Christensen, aidé par un Aroro qui quand même marche sur l'eau. Ouais. Et après, oui, il est bien mis Cubarsí, et je vais pas te retirer ce que tu as dit, il est trop fort. Parce que défenseur central au Barça à 17 ans, tu fais une erreur, tu sais que ça te coûte un but, le gars il fait pas d'erreur. Mais c'est surtout dans sa relance. Non, sa relance, c'est-à-dire maintenant tu peux passer de la ligne défensive à la ligne d'attaque, là où habituellement, c'est un gars comme De Jong qui doit descendre à hauteur des centraux et se projeter balle au pied. Donc là, maintenant, tu as un joueur comme Cubarsí en une passe. Je pense que sur un match, tu peux le voir 5-6 fois, te briser. Pas une ligne, toute la ligne de pression. Deux lignes en une passe sur une phase. C'est pas, ça change beaucoup de choses dans l'animation. Tu deviens beaucoup plus dangereux. T'as plus cette possession stérile où t'es là, tu sors par des circuits de passe et ensuite dernière ligne. Il se passe rien.
T'as le flanc ou l'ailier, par exemple, que ce soit Rafinha, ce n'est pas son fort d'attaquer balle au pied. C'est pas Mais qu'il y a un joueur qui peut apporter. C'est pas quelqu'un de très percutant. C'est limite plus fort pour défendre ou pour le repli défensif que pour ouvrir la boîte. Chose que Lamine Yamal a parfaitement amené, et pas que, parce que à 16 ans, habituellement, t'as des joueurs un peu foufous, là, style Dembélé. Là, t'as un gars comme Lamine Yamal, t'as l'impression d'avoir un vieux briscard. De temps en temps, il voit que, tu le vois d'un geste de la main, stop, on revient en retrait calmement. C'est de la subtilité, et le Barça, c'est une histoire de subtilité au final. Il suffit d'un petit grain pour que ça fasse boum positivement, et il suffit d'un petit grain pour que ça fasse boum négativement. Allez les gars, vous savez quoi, c'est dingue, j'ai même pas vu. On a quasi fini l'émission. Hein. Je suis sûr que c'est incroyable. Vous voyez, c'est ça qui est problématique quand on parle de football. On n'a pas envie que ça s'arrête, mais bon, voilà, ici, on s'était dit qu'on tiendrait sur 45 minutes. En plus, Hafid, c'est vrai qu'il y avait une petite demande, donc du coup, on va pas traîner encore. Mais on va quand même terminer par une petite touche belge, tout simplement, hein, parce que c'est le noyau dur, c'est une émission 100% football, mais avec un petit accent belge. Vous verriez qui dans le Barça, le Belge qui pourrait justement s'intégrer correctement dans l'effectif Barça. Je vous prends un peu à court, hein. Adri, on en a parlé un peu, on m'avait dit non, moi j'avais pensé avec son ami Onana, mais visiblement non, pas le profil. Onana, moi je suis pas convaincu, j'avais dit par rapport à son jeu dos au but, etc., dans l'organisation du jeu, mais un joueur belge... Je vous prends à court, je suis désolé, mais bon... Non, c'est rien. Roméo Lavia. Ouais, Roméo Lavia. Pour moi, c'est un joueur vraiment fort potentiel, très à l'aise balle au pied. S'il se pète pas. J'aurais bien aimé le voir. Moi, je vais aller un peu contre toi. Je pense que Amadou, c'est son rêve, en plus de ça, d'être joueur du Barça. J'en ai parlé avec lui, il me l'a clairement certifié. Lui, il veut jouer au Barça un jour, c'est son rêve, c'est son club préféré. Donc, s'il a l'occasion de le faire, il le fera. Et le Barça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu leur Yaya Touré ou leur Seydou Keita, le Barça. Et dans le profil, alors évidemment, si tu te bases sur l'utilisation qu'en fait Sean Dyche, tu vas me prendre pour un fou. Mais, et je suis tout à fait d'accord sur les doutes que tu viens d'énoncer. Ceci dit, sur ses qualités intrinsèques, et ben pour moi, ça fera un excellent numéro 6 au Barça. Hein. On est d'accord avec ce que dit Sacha, Onana au Barça, Alex, ça pourrait... Je suis d'accord aussi, Onana. Moi, je l'ai vu pas avec... parce que je ne suis pas la première ligue, mais avec l'équipe belge. Franchement, il y a une différence entre l'équipe belge sans Onana et avec Onana. Hein. Il sait tout Clairement, faire. Il sait tout faire, le garçon. Il s'est relancé, il s'est allé physique. Le placement, il est bon. Il a une intelligence. Maintenant, Vermeeren ou Jérémy Doku. C'est lui que j'allais citer. Parce que Vermeeren ou Onana. Vermeeren, il est impressionnant. Je choisirais aussi, Onana là dans l'immédiat. Dans l'immédiat, mais après, pour le futur... Voilà, mais dans le futur, on en a parlé beaucoup. Hein. C'est juste une question de ça. Si le Barça avait des finances stables, Onana et Vermeeren seraient déjà barcelonais. Oui. Il lui manque pas un peu de... Allez, je connais pas bien en termes de le joueur Onana, je le vois pas non plus beaucoup en première ligue, mais est-ce qu'il lui manque pas un peu de technique ? Qu'est-ce que veut les ça, c'est le cliché sur les grands. C'est le cliché sur les grands, mais franchement, il est très fort, hein, très fin. Il n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser. Par exemple, certains l'ont assimilé à Marwan Fellaini ou en disant rien à voir. Je sais pas les comparaisons par rapport à Fellaini, mais je veux dire, en fait, ça t'amène une option en plus au final. Oui, tout simplement. Parce que dans le cœur du jeu, t'as beaucoup de petits formats au Barça. Yaya Touré, c'est bien d'avoir un grand. Avant de devenir 6 au Barça, c'était un 8 à Monaco, voire flanc. Tu le voyais partout à Monaco. Tout sauf sentinelle devant une défense. Le dernier grand du Barça. Sergi Busquets. Mais c'est pour ça que je voulais un peu comparer. Est-ce que quand on voit Busquets, est-ce qu'il manque pas quelque chose à Onana par rapport quand tu vois le dernier grand qui était Busquets Onana, balle au pied, il est à l'aise, mais c'est plus un style où il va se projeter, où c'est un milieu box-to-box. Mais le 6 au Barça, il doit organiser le jeu, il doit redescendre et savoir jouer sous pression, savoir se retourner quand tu reçois le ballon alors que tu as 2 joueurs dans ton dos. C'est des choses très pointues et c'est pour ça que moi je dis pas qu'il est mauvais techniquement, mais je dis qu'au Barça il y a une exigence du top niveau à ce niveau-là et le joueur numéro 6 doit aussi savoir presser, contre-presser. Il y a une lecture de jeu à avoir et savoir aussi changer les ailes. Il faut tout faire. Quand le nouveau 6, c'est l'ancien 10. Voilà. Bien sûr, mais c'est le disque qui récupère aussi les ballons. Yaya Touré s'est adapté au final, même si Busquets, c'est pour ça que j'ai dit que Busquets c'est quelque chose d'à part, parce que même Busquets a relégué Yaya Touré sur la touche. Mais Busquets, s'il n'avait pas eu les mêmes flancs, s'il n'avait pas eu Messi, s'il avait eu des flancs avec du déchet, parce que tout le monde m'a dit Busquets est devenu pas bon, est devenu mauvais. Non, Busquets en 2018, 2019, 2020 quand on le critiquait, Busquets c'est le même Busquets qu'à l'époque. Ouais. Sauf que Busquets maintenant il a des flancs qui ont beaucoup plus de déchets qu'à l'époque. À l'époque tu as siégé le camp adverse. Maintenant tu te retrouves à devoir dans 40% du temps redevenir un milieu défensif banal, basique, à devoir courir derrière l'adversaire. Et c'est beaucoup plus flagrant de voir un Busquets en retard qu'un N'Golo Kanté. Et c'est là où on revient pour revenir sur la touche belge, qu'un Onana peut-être lui est plus complet dans ce...
pourrait convenir bien évidemment. Maintenant, au niveau de la première touche, donc Busquets qui reçoit un ballon en une touche de balle, qui te casse une ligne et qui te met sur orbite un Messi ou un Neymar devant le goal, on ne verra plus ça, je pense. Enfin, j'espère me tromper, mais je pense pas qu'on va voir ça de sitôt. Maintenant, dans un autre rôle, un rôle beaucoup moins technique, moins créatif, même si là on parle de l'excellence, je pense qu'il n'y a personne qui arrive au niveau de Busquets, au niveau technique, pas même un Kroos, pas même un Modric, c'est à part. Ça a été créé par Pep Guardiola d'ailleurs, ça l'a façonné. Rodri, c'est beaucoup plus physique, ce n'est pas le même bagage technique que Busquets. Mais c'est la simplicité. Pas le même niveau. Tu sais, il y a vraiment un truc qui est important quand tu parles de technique, et je pense que les gens ne le comprennent pas, mais c'est pas le pourcentage de dribble, le truc, c'est la simplicité et le degré, le pourcentage de passes réussies. C'est ça en fait la vraie technique. Avoir un joueur dos à l'action qui est à la hauteur de ses centres, qui reçoit une balle et qui se retourne et qui te met en une touche de balle et qui te casse deux lignes, ça c'est de la vraie technique pour moi. C'est intéressant parce qu'on peut vous demander sur les réseaux sociaux, d'abord pour la première question, est-ce que Amadou Onana peut être Barcelone compatible, Barça compatible? Et effectivement, c'est peut-être intéressant aussi de voir sur les réseaux, pour vous, c'est qui le meilleur 6 actuel et sur quoi on se base pour élire le meilleur 6 selon vous? Donc on attend vos réactions. Merci beaucoup d'avoir regardé ce noyau dur spécial Barça. Merci à vous, merci à Fid, merci Adri, merci Alex. En tout cas. Merci pour votre sincérité, votre analyse pointue et comme d'habitude aussi, merci à toi mon Sacha. Merci Malik, c'était super resplendissant. Écoute, t'as vu, je sais qu'on parlait du Barça, je sais que c'est pas le même bleu, mais je voulais avoir la petite touch belge parce qu'apparemment, voilà, petit clin d'œil au nouveau maillot des Diables qui vient de sortir. Apparemment, c'est pas trop football, visiblement, le dernier maillot. Donc, voilà. Alors, moi, je trouvais ça très très beau. Seulement, quand j'ai vu le prix, j'ai tout de suite fermé l'appli. Ça, on peut discuter. Par contre, c'est toujours cool d'avoir quand même des petites connotations un peu culturelles en rapport avec la Belgique. Moi, en tout cas, je le trouve beau et je pense que je vais peut-être économiser pour l'acheter. Je sais pas si vous, de votre côté, le maillot belge. Ouais, il est beau. Il est magnifique. On est d'accord. Alors, du coup, ceux qui disent le contraire, à mon avis, c'est fini pour vous. Le football, il a changé, vous savez. Maintenant, je sais que je dois mettre. Le football, il a changé. Oui, non, on peut plus dire. Attention, là, maintenant, Marc Desposé. Ah oui, c'est vrai. On va aller dans les finances noyau dur, là, parce que c'est fini. Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est ça. Merci à vous, en tout cas, les gars, et merci à vous de nous avoir suivis dans cette très belle émission. On se retrouve dans 2 semaines pour à nouveau parler d'un club et à nouveau parler du sport qu'on aime tant, le football. Ciao, ciao.